Bonjour et bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On vous laisse tranquillement vous installer pour ce webinaire sur la douleur de l'adulte et du sujet âgé. N'hésitez pas à nous dire si tout est OK pour vous, si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Moi, je me présente, je suis le docteur Emmanuel Tessier, je suis médecin urgentiste au centre hospitalier Annecy-Genevois et je suis également un des médecins coordinateurs du DAC 74. Je suis absolument ravie de vous présenter ce webinaire en collaboration avec ma collègue, le docteur Alexandra Durand, qui est gériatre et qui est aussi un des médecins coordinateurs du DAC 74. Avant de vous partager l'écran, on veut bien que vous nous fassiez soit un petit pouce, soit une petite main pour nous indiquer que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Ça nous permettra d'avoir une validation au moins. Parfait, merci beaucoup. On est très bien. Du coup, on va vous partager notre écran et on va pouvoir lancer la présentation. Hop. Hop. Voilà. Présentation plein écran. C'est le début d'après-midi, il faut laisser le temps à l'ordinateur. Voilà. Et on est parti. Voilà, donc ce sujet sur la douleur. Comme vous avez dit, Emmanuel, quelques petits messages techniques pour commencer. Je vous rappelle, vous commencez à connaître un petit peu si vous suivez nos webinaires, mais vous pouvez poser vos questions dans la section conversation tout au long de la présentation. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de la présentation. Pensez bien à baisser vos mains levées quand vous le ferez une fois utilisé, en cliquant une nouvelle fois dessus. Et si jamais vous êtes amené à quitter la vidéo avant la fin du webinaire, on ne vous en voudra pas, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pensez bien à quitter réellement la vidéo pour que ça ne pose pas de problème pour l'enregistrement du replay notamment. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet en commençant déjà par définir la douleur. Donc là, on vous a mis une proposition de définition de la douleur qui est celle de l'Association internationale pour l'étude de la douleur. Donc la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui est liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle ou décrite en termes évoquant une telle lésion. La douleur, c'est un sujet important parce que c'est un phénomène qui est largement présent chez les personnes jeunes et moins jeunes. À domicile, on estime la prévalence de la douleur de 40 à 75%. Et en institution, les différentes études, elles indiquent des chiffres entre 50, 80, voire même 90% des personnes qui sont concernées par des phénomènes douloureux. Donc, c'est une problématique fondamentale qu'il faut prendre en compte pour tout le monde. Parce que tout le monde peut être amené à un moment donné ou à un autre de sa vie à présenter une douleur et avoir besoin d'être accompagné là-dedans. Les douleurs chroniques, c'est un phénomène un peu à part, on en parlera tout à l'heure. Ça concerne 60% des personnes âgées, dont un tiers présentent des douleurs sévères. Voilà. Alors pourquoi aussi c'est important de parler de ce sujet? En fait, parce que si on s'en réfère à la réglementation, la prise en compte et la gestion de la douleur, ça fait partie de nos responsabilités en tant que soignants. Donc là, il y a 2 articles issus du Code de la santé publique et qui concernent directement le sujet de la douleur. Et vous voyez que c'est écrit noir sur blanc, le fait que toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur et que les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, ils ont l'obligation de mettre en œuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur. Et puis, lors du premier sommet international de la douleur, qui s'était tenu en 2010 à Montréal, il y avait une déclaration de Montréal qui avait été élaborée et qui stipulait que la plainte d'une personne lors d'une expérience douloureuse devait être respectée et il définissait de ce fait l'accès à la gestion de la douleur comme un droit humain fondamental. Alors, je rebondis de mon côté et insiste sur ce que vient de dire Alexandra. Retenez une chose, et douleur, ce que le patient dit être une douleur, quelle qu'elle soit, et même si une lésion tissulaire n'a pas été mise en évidence. Alors, est-ce que on peut vraiment ranger les différents types de douleurs? Oui, quand même. Mais avant même de catégoriser la douleur et bien sûr de la soulager, il est très important, quel que soit le corps du métier, de légitimer la réalité de cette douleur. Parce que toute banalisation de la douleur
oblige le patient en fait, à augmenter cette douleur pour convaincre le praticien ou le thérapeute qu'il a vraiment mal. Alors, on différencie la douleur nociceptive, la douleur neuropathique, la douleur nociplastique et la douleur psychosomatique. Alors, la douleur nociceptive, c'est un type de douleur qui survient en réponse à une lésion tissulaire ou alors une stimulation de ce qu'on appelle les nocirécepteurs. Ça, c'est des récepteurs sensoriels qui sont spécialisés dans la détection des stimuli douloureux comme les blessures physiques ou les brûlures. Elle peut être somatique, et là, ça concerne les tissus somatiques tels que la peau, les muscles, les os, les articulations. Là, on est souvent sur une douleur aiguë et lancinante, ou alors elle est ce qu'on appelle viscérale. Et là, elle est ressentie vraiment au niveau des organes internes, et dans ce cas, la douleur, elle est plutôt diffuse. La douleur neuropathique, elle n'a rien à voir. C'est un type de douleur qui est causée par une lésion ou un dysfonctionnement au niveau du système nerveux. Alors, que ce soit en périphérie ou que ce soit central. Et là, c'est le cas des lésions de la moelle épinière ou du cerveau. Dans tous les cas, elle est très souvent chronique. Ce que ressent le patient, c'est plutôt une sensation de brûlure, de décharge électrique, de picotement, d'engourdissement ou de fourmillement. Elle est spontanée, elle n'est pas déclenchée par un stimulus, ou alors elle est provoquée comme exacerbée par un contact qui est très léger ou par exemple le froid. Ces douleurs, on les retrouve chez des patients par exemple qui présentent des neuropathies diabétiques ou le zona ou la sclérose en plaques ou aussi un patient qui a présenté un AVC. Je vous fais un point bien spécifique. Si on y arrive. Je veux bien passer. Voilà. Sur la différence entre ce qu'on appelle la douleur nociplastique et la douleur psychosomatique. En fait, la douleur nociplastique, c'est une douleur qui est toujours diffuse, mais qui n'est pas associée à une inflammation documentée. C'est ce que vous connaissez bien sous l'appellation de la fibromyalgie, par exemple. Il y a vraiment une déconnexion de la régulation de l'aspect émotionnel et représentationnel de la douleur. Ça veut dire qu'il y a un vrai dysfonctionnement du mécanisme de modulation. C'est-à-dire que le cerveau n'est plus en capacité de baisser en fait l'information douloureuse. Alors que la douleur psychosomatique, c'est aussi une douleur où il n'y a pas d'inflammation documentée, mais qui est influencée ou déclenchée par l'état émotionnel. Alors attention, la douleur psychosomatique, elle est hyper piégeuse. Elle est souvent associée à une cause psy, alors que en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. On a vraiment tendance à dire, bien sûr, cette douleur, c'est dans la tête, mais en fait, ça n'a aucun sens, puisque en fait, toute douleur, elle est dans la tête, puisque c'est là où elle était intégrée au niveau psychique et au niveau cérébral. Aller trop vite. Voilà. Alors, la douleur, du coup, chez le sujet jeune, le repérage de la douleur, il est finalement assez aisé. Enfin, il suffit que la personne dise qu'elle a mal et le repérage est fait. Chez le sujet âgé, il peut y avoir quand même des petits pièges. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous faire cette diapositive. Le dépistage de la douleur chez le sujet âgé, il peut avoir quelques spécificités cliniques. Parce que les signes évocateurs des manifestations douloureuses, ils vont pouvoir être quelquefois assez inhabituels. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'une douleur chez un sujet âgé, ça va souvent entraîner des effets déconcertants et encore plus si la personne présente des troubles cognitifs. Donc quand est-ce qu'on évoque une douleur potentielle chez des personnes âgées? Évidemment, il faut y penser si on a connaissance chez la personne de pathologies qui font mal. Par exemple, une artérite des membres inférieurs, de l'arthrose, une escarre, un cancer, etc., etc. Mais aussi et surtout, il faut y penser systématiquement dès qu'on observe un changement dans le comportement de la personne. Ça peut être un changement bruyant, avec une agitation, une agressivité, des refus, mais ça peut être surtout, et ça c'est souvent ce qui n'est pas bien repéré, un changement silencieux malheureusement, c'est-à-dire un repli sur soi, un refus de communiquer.
Et puis enfin, ça, vous allez voir, hein, il y a quelques messages qu'on va vous rabâcher tout au long de la présentation, mais c'est parce que vraiment c'est important pour nous. Il faut y penser quand la personne dit qu'elle a mal. On a trop souvent tendance à minimiser ou à banaliser les plaintes douloureuses chez les personnes âgées. Quelquefois même, ce sont les personnes âgées elles-mêmes qui banalisent la douleur avec un fatalisme quelquefois. Hein, c'est oui, oui, bah, j'ai mal, docteur, mais bon, à mon âge, c'est normal d'avoir mal. Ben non, c'est pas normal d'avoir mal. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on doit avoir mal. C'est pas une fatalité. En tous les cas, chez les personnes qui ont des troubles neurocognitifs, la douleur, elle va venir influencer les troubles du comportement, et ce, d'autant plus que les troubles cognitifs sont sévères. Alors là, on va parler de l'évaluation de la douleur. Comment on fait? L'évaluation de la douleur, elle repose sur différentes échelles qui sont adaptées au contexte. Ce ne sont que des outils, mais qui permettent de quantifier l'intensité de la douleur et de suivre son évolution pour mieux adapter les traitements. Alors, il existe 3 échelles, ce qu'on appelle d'auto-évaluation, et qui ne peuvent être utilisées que lorsque le patient peut décrire lui-même sa douleur. C'est l'échelle visuelle analogique, donc l'EVA, que vous connaissez bien. Le patient, il indique son niveau de douleur sur une ligne horizontale graduée de 0, absence de douleur, à 10, une douleur qui est insupportable. L'échelle numérique, EN, là dans ce cadre-là, le patient il attribue un chiffre de 0 à 10 pour exprimer l'intensité de sa douleur. Et l'échelle verbale simple, le patient décrit sa douleur à l'aide des termes très simples comme pas de douleur, douleur légère, douleur modérée, douleur intense ou douleur insupportable. Ça, c'est ce qu'on utilise plutôt chez le grand enfant. Attention à une chose, mon EVA à 4 à moi ne sera pas votre EVA à 4 à vous. Ces échelles d'évaluation, effectivement, elles sont très utiles, mais c'est très important de ne pas les surinterpréter ou les utiliser de manière isolée ou les utiliser comme des vérités absolues. Elles doivent absolument s'inscrire dans une démarche globale d'évaluation où on prend en compte la clinique, bien sûr, les antécédents du patient, ces facteurs psychologiques, émotionnels ou culturels, tous ces facteurs qui influencent la douleur. Voilà, donc là, si on continue sur le sujet de l'évaluation, là aussi, il y a des particularités chez le sujet âgé, c'est que malheureusement, bien souvent, l'auto-évaluation, elle ne va pas forcément être possible, parce que la personne, elle va avoir des troubles cognitifs qui vont faire qu'il ne sera pas accessible à la compréhension d'une échelle d'auto-évaluation. Ceci étant dit, chaque fois que c'est possible, vraiment, je vous encourage à utiliser les échelles d'auto-évaluation. Mais quand on ne peut pas, eh ben, heureusement, il y a des échelles d'hétéroévaluation. Donc, tout le problème de l'hétéroévaluation, c'est que ça va varier en fonction du soignant qui va réaliser l'échelle, et notamment du vécu que le soignant a lui-même vis-à-vis de la douleur, aussi bien la sienne que celle de la personne qu'il a en face de lui. Un petit point particulier aussi avec ces échelles, c'est que l'évaluation avec ces deux échelles, donc c'est l'Algo+, la Dolo+, ça nécessite qu'on ne fasse pas de suppositions sur l'origine d'une manifestation qu'on va observer. Par exemple, pour une personne âgée à qui il peut arriver de crier ou de gémir dans le cadre de troubles du comportement sur une pathologie neurocognitive, on ne doit pas écarter cette manifestation de la cotation sous prétexte qu'on est convaincu que ce n'est pas lié à de la douleur. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de juger de si c'est lié à la douleur ou pas, il faut l'inscrire dans l'échelle. J'ai souvent coutume de dire que la meilleure échelle dans ce domaine, c'est celle que l'équipe aura choisie collectivement et surtout celle à laquelle elle est habituée, rodée et qu'elle maîtrise le mieux. Donc, il y a deux échelles principales, l'Algo+ et la Dolo+. L'Algo+, elle a un avantage, c'est celui de la simplicité. On a un score sur 5 points. On considère qu'une douleur est présente pour un score supérieur ou égal à 2. Un petit inconvénient, c'est que c'est plutôt une échelle pour les douleurs aiguës. Ça semble moins adapté aux douleurs chroniques parce qu'il y a un risque de sous-évaluation. Et puis, il y a la Dolo+, qui présente 10 items à scorer sur 3 points, donc il y a un score total sur 30. Et on considère qu'il y a une douleur pour un score supérieur ou égal à 5. Et celle-là, elle est bien adaptée aux douleurs chroniques. Voilà. Il y a une troisième échelle qui existe. On a voulu faire simple. Je ne vous en parle pas là. Retenez ces deux-là. Déjà, ça sera très, très bien pour l'hétéroévaluation chez les personnes âgées. Un élément un petit peu particulier sur l'évaluation de la douleur chez les personnes âgées, c'est le fait que souvent, elles développent ce qu'on appelle, alors le terme scientifique, c'est la kinésiophobie. En fait, c'est une peur de bouger
par crainte d'avoir mal. Donc, cette peur de bouger, elle va faire entrer la personne dans un cercle vicieux qui fait que moins elle bouge, plus elle va s'ankyloser, sans raidir. Du coup, ça va majorer les douleurs. Et du coup, l'évaluation et la prise en charge en kinésithérapie, en ergothérapie, ça a beaucoup, beaucoup d'importance pour contrer, pour éviter ce cercle vicieux. Alors, on voulait vous faire un focus sur le vécu de la douleur qui est différent d'une personne à l'autre. La douleur, c'est vraiment une expérience complexe. Ce que vous devez retenir, c'est que ce n'est pas seulement un signal envoyé par le corps, mais c'est vraiment une expérience globale qui intègre le corps, le cerveau, mais aussi les émotions et l'esprit. Ça veut dire que les facteurs qui influencent le vécu de la douleur, c'est des facteurs biologiques, comme le seuil de tolérance de la douleur, qui est bien évidemment différent d'une personne à l'autre, mais aussi des facteurs psychologiques et des facteurs sociaux et culturels. Le soutien moral et les expériences passées, ça en fait partie. Ça veut dire que bien évidemment, les personnes qui sont entourées, qui sont soutenues, elles ont tendance à mieux tolérer la douleur. Et de la même façon, une douleur vécue dans un contexte traumatique, par exemple, peut vraiment être perçue comme beaucoup plus intense. Il faut bien comprendre que la douleur, imaginez qu'elle est nécessaire à la survie de l'espèce. Il existe des patients qui n'ont aucune sensibilité à la douleur, c'est une maladie congénitale, et c'est vraiment une catastrophe pour eux. Et d'ailleurs, ils ont une espérance de vie qui est largement diminuée par rapport aux autres dans la population. La douleur, retenez que c'est vraiment la sentinelle de la vie. Et donc, on vient de voir, là, Emmanuel vient de nous expliquer que la douleur, c'est pas la même hein, d'une personne à une autre. Et bien, en fait, la douleur, c'est pas la même non plus à travers le temps, et notamment pour la douleur chronique, qui concerne là plus fréquemment les sujets âgés. La douleur chronique, elle a une temporalité qui lui est propre. En réalité, une personne douloureuse, elle va avoir mal à différents moments. Elle va avoir mal dans le passé, quand elle se souvient des douleurs antérieures. Elle va avoir mal dans le présent, au moment où la douleur, elle est là, au moment où le soin douloureux va se dérouler. Et puis, elle a mal aussi dans le futur, par anticipation, quand elle va appréhender le retour de la douleur ou le moment du soin de demain, parce qu'elle craint par avance que ça fasse mal. Et donc, ces différentes temporalités, elles vont entrer en ligne de compte dans le vécu que la personne va avoir de sa douleur. Alors, à présent, on est dans le rabâchage, hein, voilà, quelques messages simples et basiques pour lutter contre les idées reçues. La première et la principale idée reçue à laquelle on veut tordre le cou aujourd'hui, c'est que non, il n'est pas normal d'avoir mal quand on est vieux, il n'y a pas de fatalité à devenir douloureux quand on avance en âge. Et cette idée reçue, malheureusement, elle est responsable en bonne partie du fait qu'on ne prenne pas suffisamment en considération la prise en charge de la douleur chez le sujet âgé. Donc, la personne âgée douloureuse, c'est une personne douloureuse comme une autre. Une personne âgée douloureuse qui présente des troubles cognitifs, c'est une personne douloureuse comme une autre. La douleur est ce que la personne dit qu'elle est, comme disait Emmanuel tout à l'heure, même en cas de troubles cognitifs. Bref, en gros, vous aurez compris, une personne qui dit qu'elle a mal, eh ben, elle a mal. Le vieillissement du système nerveux peut venir modifier la conduction, la modulation de la douleur, c'est-à-dire qu'un patient âgé, il va avoir plus de difficultés à localiser l'origine de sa douleur, par exemple, voire même il ne la localisera pas du tout, notamment pour les douleurs viscérales, les douleurs des organes internes. Et son organisme va se défendre moins bien contre les informations nerveuses qui transmettent la douleur dans les douleurs chroniques et les douleurs neuropathiques. Mais chez la personne qui souffre de troubles cognitifs, ce n'est pas tellement le ressenti de la douleur qui va être différent, mais plutôt sa capacité à exprimer la douleur. Vous vous en doutez bien, elle va ressentir la douleur comme tout un chacun, mais elle n'aura plus les capacités de communication adaptées pour exprimer la douleur de façon adéquate. Donc c'est en partie pour ça que chez les personnes qui ont des troubles neurocognitifs, le repérage de la douleur, il est difficile. Alors, le traitement de la douleur, les principes généraux, en vous faisant cette présentation, en la préparant avec Emmanuel, au départ, on s'est dit on va faire chez le sujet jeune et chez le sujet âgé. Et en fait, en mettant côte à côte nos idées, on s'est rendu compte que le traitement de la douleur, les principes généraux, ce sont les mêmes, quel que soit l'âge de la personne. Donc, pour commencer, eh ben, le traitement de la cause, bien entendu, quand c'est possible. Quand la douleur est causée par une fracture, vous vous doutez bien qu'on va commencer évidemment par s'occuper de l'os cassé. C'est pareil pour tous les autres cas de figure. Il faut chercher chaque fois que possible à traiter l'étiologie, l'origine de la douleur. Ensuite, choisir une voie d'administration qui soit simple et adaptée au patient.
Donc ça, on va tenir compte du profil de la personne qu'on a en face pour faire le choix de notre voie d'administration. Le troisième point, c'est important, c'est suivre le principe de la titration progressive, c'est-à-dire de commencer par de petites doses qu'on va répéter à intervalles réguliers jusqu'à ce qu'on obtienne une efficacité satisfaisante. Dans les traitements antalgiques, c'est super important de suivre ce principe pour favoriser la bonne tolérance du traitement. Éviter d'une part que la personne vive une expérience désagréable en prenant un traitement trop fort qui va lui donner du coup plein d'effets secondaires. Et puis aussi éviter que la personne se retrouve avec une étiquette d'intolérant à tel ou tel type de traitement. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ont cette étiquette-là, par exemple, concernant la morphine, juste parce qu'à un moment donné de leur vie, il y a un médecin qui leur a mis une dose trop forte d'un coup, et du coup, elles l'ont mal tolérée, et ça va les poursuivre. En réalité, ce n'est pas le traitement qui est en cause, hein, vous avez compris, mais c'est le dosage et la façon de mettre en route le traitement. En revanche, il faut quand même absolument monter les doses jusqu'à obtenir l'effet antalgique souhaité, tant que la tolérance est bonne. Là aussi, on rencontre trop souvent des équipes qui, au bout de 2 jours de traitement, disent on a arrêté la morphine que vous aviez mis parce que madame machin, ça lui faisait rien. Évidemment, à l'introduction, vu qu'on cherche à commencer tout petit pour que ce soit bien toléré, ça ne sera peut-être pas suffisamment efficace. Mais la bonne attitude dans ces cas-là, c'est de solliciter le médecin pour continuer à monter les doses jusqu'à ce qu'on soit efficace. Je vous donne un exemple qui va vous parler. Hein. Quand vous avez de la fièvre, si vous prenez du Doliprane pédiatrique, vous ne ferez pas baisser votre température. Pourtant, ce n'est pas le médicament qui est en cause, c'est la dose qui ne suffit pas. Un quatrième point, c'est qu'il faut bien évaluer la balance bénéfice-risque. Ça va concerner le médecin. Donc voilà, mais il faut quand même que vous ayez ça en tête. C'est au médecin de juger que la balance est bien en faveur d'un bénéfice plus important que les risques d'effets secondaires potentiels. Cinquième point, c'est de prévenir la résurgence de la douleur, c'est-à-dire prévenir les pics douloureux en anticipant une prescription si besoin, parce que la douleur, c'est jamais linéaire, ça fluctue, ça varie, et quelquefois, ça s'atténue, puis ça revient, et c'est là qu'il faut avoir une prescription anticipée sous la main pour pouvoir soulager votre patient. Le sixième point, c'est de bien penser et prévenir les effets secondaires, bien entendu, essentiellement pour les personnes à qui on va donner de la morphine et des médicaments de la même famille. Il faut systématiquement penser à mettre un laxatif associé, par exemple. Le septième point, on l'a mis en lettres capitales tellement c'est important, il faut réévaluer, c'est essentiel. Si on met un traitement antalgique en route, on a besoin de savoir si c'est efficace ou pas. Donc pour ça, le meilleur moyen, c'est d'utiliser les échelles pour avoir une évaluation objective de l'effet. Et puis, enfin, il faut bien avoir en tête que les personnes qui ont mal risquent d'avoir des effets psychologiques dus à leur douleur. Quand on a mal, on peut avoir peur, et pour peu que ça dure un petit peu, ça peut aussi venir impacter notre morale. Donc, il ne faut pas hésiter à proposer un accompagnement psychologique pour les personnes douloureuses, a fortiori quand c'est des douleurs qui durent. Alors, en termes de stratégie thérapeutique, on utilise 3 grands paliers de la douleur. Le palier 1, c'est les antalgiques qu'on appelle non-opioïdes. Donc là, il s'agit de, même ce que vous connaissez bien, le paracétamol et les INS, qui sont donc des antalgiques qui agissent au niveau périphérique, et le néfopam, que vous devez connaître sous le nom d'Acupan, qui lui est un antalgique central, mais qu'on appelle non morphinique, c'est-à-dire qui ne se fixe pas sur les récepteurs de la morphine. Juste un petit point pratique, parce que peut-être que vous le verrez sous différentes formes prescrites. L'Acupan, il existe Péros, mais il existe aussi IV. Et l'IV peut être utilisé par la bouche. C'est ce qu'on fait énormément aux urgences parce qu'on n'a pas la forme orale dans nos stocks pharmaceutiques, mais ça ne pose pas du tout de problème. La forme IV à 20 mg, elle est utilisée ou sur un sucre ou dans une compote, et elle va avoir une efficacité qui est identique à la forme Péros. Donc, il n'y aura pas de problème si vous voyez sur une prescription d'un médecin de l'Acupan IV à utiliser par la bouche. Le palier 2, c'est les antalgiques opioïdes faibles. Là, il s'agit de la codéine, donc éphéral-gancodéiné, dafalgancodéiné, le tramadol, que vous pouvez reconnaître dans son nom commercial qui est le Contramal, ou la poudre qui existe aussi en association avec les paliers 1 dans l'Xprime, par exemple, et la poudre d'opium, qui existe aussi en association, c'est la lamaline et l'Isalgie. Alors, ces antalgiques, ils vont se fixer sur les récepteurs mu dont je viens de vous parler. Le palier 3, c'est la morphine. Donc, les antalgiques opioïdes qu'on appelle forts, c'est le médicament qui existe et qui a la plus forte action.
et qui va donc se fixer sur les mêmes récepteurs. La stratégie d'association, parce qu'à un moment donné, quand le sujet adulte il est trop douloureux, on sait qu'un palier 1 seul ne va pas être suffisant. Alors du coup, on réfléchit à associer certains paliers entre eux pour accéder à une bonne efficacité des médicaments. On peut donc associer le palier 1 et le palier 2, ça ne pose absolument aucun souci, mais et le palier 1 et le palier 3 en cas de très forte douleur. Là, on est sur des échelles d'évaluation de la douleur qui sont en général supérieures à 7, mais vous ne verrez normalement pas associer le palier 2 et le palier 3. Pourquoi? Parce que c'est des médicaments qui se fixent sur les mêmes récepteurs, donc il n'y a pas de sens à les associer. Je fais juste un point sur le méopa. Le méopa, c'est ce gaz qui est d'élimination quasiment immédiate et qu'on utilise dans les établissements, alors beaucoup aux urgences, dans le cadre de douleurs aiguës associées aux soins, mais qui peuvent être aussi utilisés, par exemple, pendant les changements de pansement en cas de douleur trop importante. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le traitement de la douleur? Eh bien, il y a des choses qui sont complètement nouvelles. Les nouvelles recommandations de la Société française d'études et de traitement de la douleur, elles concernent la prescription des médicaments à base de tramadol ou de codéine qui doivent se faire sur des ordonnances sécurisées, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. L'objectif, c'est vraiment de limiter les risques de mésusage et de dépendance qui sont très fortement associées à ces deux médicaments. Alors, initialement, ces recommandations, elles devaient entrer en vigueur le 1er décembre 2024, donc là, cette semaine. Mais l'obligation, elle a été reportée au 1er mars 2025 pour permettre une meilleure préparation des professionnels de santé et puis surtout éviter des interruptions de traitement pour les patients. Alors, je vous rappelle juste les règles de prescription sur une ordonnance sécurisée. C'est mention obligatoire en toutes lettres du dosage, de la posologie et de la durée du traitement. Pour ces médicaments, la codéine et le tramadol, la durée maximale de prescription, elle sera de 12 semaines, alors que pour la morphine, elle ne change absolument pas. La durée maximale de prescription avant un nouveau renouvellement, ce sera 28 jours. Alors, pour ce qui concerne les traitements chez le sujet âgé, vous aurez remarqué, c'est la même diapositive. On a juste mis les particularités du sujet âgé. Pour ce qui concerne le palier 1, la chose à savoir, c'est que chez les patients âgés, les anti-inflammatoires, les AINS, ils ne sont pas recommandés du fait de leur toxicité au niveau rénal. Donc, c'est pour ça que vous ne verrez jamais un gériatre prescrire un AINS à un patient. L'aspirine, c'est un cas un petit peu particulier parce que les effets, ils vont varier en fonction du dosage. À faible dose, elle est utilisée chez les patients âgés pour fluidifier le sang dans le cadre de certaines pathologies cardiovasculaires. En revanche, on ne verra jamais d'aspirine à dose antalgique chez un patient âgé. On n'aime pas non plus du tout l'acupan parce qu'il est souvent mal toléré. Il va entraîner une confusion chez le patient âgé du fait de ses effets anticholinergiques qui sont importants. Donc, ces deux-là, on vous les a barrés. Ensuite, dans le palier 2, même chose, on a mis des parenthèses parce que là aussi, on n'aime pas beaucoup la codéine et le tramadol. La poudre d'opium, elle est un tout petit poil à part. La codéine et tramadol, alors on ne s'interdit pas de les prescrire, mais très souvent, là aussi, la tolérance, elle n'y est pas. Donc, on évite autant que possible de les prescrire. En tous les cas, à chaque fois que l'on peut, à chaque fois qu'on est obligé d'ajouter un antalgique à un palier 1 parce que ce n'est pas suffisant, et si c'est possible, on essaiera toujours plutôt d'ajouter un palier 3, donc les morphiniques et les apparentés. Pour les médicaments de cette famille, en fait, la clé, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est de savoir doser. Je vous rappelle un des grands principes de prescription, commencer par des petites doses, monter progressivement. Avec la morphine et puis ses cousins-cousines, c'est vraiment primordial si on veut être efficace, si on veut être bien toléré, ce qui va permettre de rendre le meilleur service aux patients. Si on veut parler un tout petit peu des effets secondaires, un effet secondaire systématique avec les paliers 3, c'est le ralentissement du transit. C'est pour ça qu'il faut avoir une vigilance importante sur le suivi des selles chez les personnes sous morphinique, à qui le médecin devrait en théorie prescrire systématiquement un laxatif associé. Les autres effets secondaires, ça va être la sédation et les nausées qui peuvent être présentes à l'instauration du traitement, mais qui disparaissent généralement en 1 à 2 semaines. Une petite chose à savoir aussi, c'est que les médicaments de cette famille, ils ne vont pas tous avoir la même puissance antalgique. Donc, c'est pour ça qu'il y a des tableaux d'équivalence
qui permettent de bien choisir les dosages quand on passe d'une molécule à une autre ou d'une forme à une autre. Par exemple, quand on a un patch de durogésique au plus petit dosage, c'est-à-dire 12 microgrammeurs, ça correspond à une dose de 20 mg de morphine per os. C'est pour ça qu'il n'est jamais recommandé de débuter un traitement de palier 3 par un patch de fentanyl sans avoir fait une titration au préalable, parce qu'en fait, ça revient à donner une dose très importante de morphine per os d'un coup à une personne qui était jusqu'à présent totalement vierge de morphine et donc avec un gros risque d'effets secondaires. Alors, si on veut comprendre schématiquement la stratégie thérapeutique face à la douleur, finalement, c'est assez simple. On débutera toujours par un antalgique de palier 1 qu'on va donner au moment où on a repéré que la personne avait des douleurs, par exemple lors de certains soins, et en prévoyant toujours des prises supplémentaires en si besoin pour couvrir les accès douloureux sur la journée ou sur la nuit. Il faut bien entendu ne pas perdre de vue la dose maximale à pas dépasser. Pour le paracétamol, par exemple, c'est 1 gramme toutes les 6 heures, soit 4 grammes maxi par 24 heures, sauf pour les personnes de moins de 50 kg, et c'est important pour les personnes âgées parce qu'on a bien souvent des petites dames toutes grignettes qui font moins de 50 kg, et là, la dose, elle sera de 500 mg toutes les 6 heures et 2 grammes maximum par 24 heures. Dès lors qu'on se rend compte qu'on a dû donner 2 ou 3 fois le si besoin dans la journée, il faut bien penser à le passer en systématique. Et on va garder ce palier 1 tout au long de la stratégie thérapeutique parce que les effets des différents antalgiques vont venir se renforcer les uns les autres. Le palier 2, vous avez compris, en tout cas pour moi la gériatre, je le mets entre parenthèses parce qu'on ne l'utilise pas de façon systématique quand le palier 1 ne suffit pas. En réalité, l'association la plus utilisée en gériatrie, c'est quand même l'association palier 1, palier 3. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que la tolérance, c'est la clé chez le patient âgé et chez les personnes d'une manière générale, mais chez le patient âgé encore plus parce qu'on est dans un équilibre très fragile où on veut soulager la personne, mais sans lui provoquer, ou en tout cas le moins possible, d'effets indésirables, inconfortables. Voilà. Du coup, on choisira souvent la morphine. Alors, chez les personnes âgées, c'est souvent l'Oramorph, parce que ça a l'avantage de la solution buvable. J'imagine que Emmanuel, tu as peut-être d'autres habitudes chez les sujets plus jeunes, mais voilà, pour les personnes âgées, l'Oramorph, c'est vrai que c'est bien pratique. Et puis, ça permet des toutes petites doses. Et puis la réévaluation par le médecin, elle va devoir être quotidienne au moment de l'introduction de la morphine, parce que la dose qu'on va avoir donnée la veille va déterminer la dose à donner le lendemain. D'accord ? Dans le principe, encore une fois, de monter très progressivement les doses jusqu'à atteindre le confort antalgique qu'on recherche et qui va être objectivé grâce aux échecs. Voilà. Un dernier message, c'est qu'il faudra toujours penser à l'intérêt éventuel des psychotropes en cas d'anxiété associée aux soins, par exemple, ou bien dans le cas des douleurs chroniques dans lesquelles il va pouvoir y avoir un impact sur l'état thymique de la personne. Et bien sûr, un accompagnement par un psychologue sera proposé pour les personnes, notamment dans le cadre des douleurs qui durent dans le temps. Alors, on voulait vous faire un point spécifique sur le traitement de la douleur neuropathique. Pourquoi? Parce que tous les antalgiques dont on vient de vous parler avec Alexandra, ils sont généralement inefficaces pour la douleur neuropathique. Les traitements spécifiques de cette douleur, ça inclut en fait 2 médicaments qui sont utilisés à la base comme anticonvulsivants. C'est la prégabaline, donc le Lyrica, et la gabapentine, le Neurontin. Mais c'est aussi les antidépresseurs qui sont tricycliques, c'est le Laroxyl, dont la DCI, c'est l'amitriptyline. Je ne rentre pas dans le détail dans les mécanismes d'action de ces médicaments, mais vous pourrez tout à fait me poser la question à la fin de la présentation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à nouveau des règles de prescription particulières pour la prégabaline. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment associée à un risque de mésusage et de dépendance plus important que le Neurontin. Donc la prégabaline, elle est prescrite sur des ordonnances sécurisées, ce qui n'est pas le cas du Neurontin. On peut également utiliser d'autres choses que ces 2 classes de médicaments. C'est les patchs de lidocaïne, les patchs ou les crèmes à base de capsaïcaïne, et puis les TENS, donc la neurostimulation électrique transcutanée, mais aussi de la physiothérapie ou des infiltrations. Alors, cette diapo, c'est pour vous présenter les principaux effets secondaires des traitements de la douleur neuropathique.
donc qui sont essentiellement, pour ce qui est des antiépileptiques, des sensations vertigineuses, des étourdissements, une somnolence, des troubles de l'équilibre. Puis c'est des médicaments qui malheureusement sont pourvoyeurs de chute. Donc pour ce qui concerne le sujet âgé, on va avoir tendance à les utiliser, mais à dose réduite par rapport au sujet plus jeune. Et puis pour les antidépresseurs tricycliques, ceux-là en revanche, ils doivent vraiment être évités chez le sujet âgé du fait des effets indésirables anticholinergiques, cardiaques et cognitifs. Et donc si on a besoin de recourir à un antidépresseur dans le cadre du traitement des douleurs neuropathiques chez le sujet âgé, on aura tendance à privilégier les autres familles, notamment les ISRS. Alors quelles sont les particularités de la douleur neuropathique chez le sujet âgé? Déjà, la douleur neuropathique, elle est plus fréquente chez le sujet âgé que dans la population générale, avec une prévalence qui est supérieure à 10%. Et malheureusement, comme les autres douleurs, mais alors encore plus pour la neuropathique, cette douleur, elle va être sous-détectée, sous-estimée, sous-traitée. Les sujets âgés, ils sont plus à risque de douleurs neuropathiques du fait de comorbidités très fréquentes, comme ce que tu disais, Emmanuel, le diabète, le zona, il y a les AVC, les maladies neurologiques, quelquefois des séquelles de chimiothérapie. Il y a une étude récente qui portait sur près de 500 000 résidents d'EHPAD et qui indiquait une prévalence de la douleur neuropathique en EHPAD autour de 15%. Et parmi ces résidents qui présentaient une douleur neuropathique, il y a 20% qui avaient une neuropathie diabétique, 27% qui avaient des douleurs dorsales et cervicales avec une composante neuropathique et 25% qui avaient une neuropathie dite autre. Et puis parmi les résidents qui avaient reçu un traitement, la moitié avaient reçu des antiépileptiques, 28% des antidépresseurs, 19% des opioïdes et 28% aucun traitement. Les caractéristiques associées à l'absence de traitement, c'était un âge avancé, un indice d'activité de vie quotidienne réduite, des troubles neurocognitifs et une présence de comorbidité. Depuis quelques années maintenant, vous avez peut-être vu la prégabaline, donc le Lyrica, beaucoup utilisé dans la gestion des troubles du comportement chez les personnes qui présentent des troubles neurocognitifs. Le Lyrica, il présente des propriétés anxiolytiques et donc ça peut être un bon choix chez les personnes qui présentent une douleur neuropathique associée à une anxiété dans le cadre de troubles neurocognitifs majeurs. Cependant, il faut quand même souligner le fait qu'il n'y a à ce jour pas eu d'études solides qui évaluent l'usage de la prégabaline dans le traitement des troubles du comportement. Je rebondis juste sur cette diapo et ce que tu dis, Alexandra, pour bien vous expliquer que chez l'adulte, jeune ou moins jeune, ces effets indésirables, ils sont aussi très, très fréquents. Ça veut dire que vous verrez sur les prescriptions, même pour un patient qui n'est pas un patient âgé, des prescriptions de doses très, très progressivement augmentées. C'est-à-dire des très très petite dose au départ pendant 3 à 4 jours, puis une augmentation progressive où on multiplie par 2 la dose initiale. Et ça peut durer pendant 1 mois. Donc c'est vraiment ce qu'on fait, nous, aux urgences, par exemple, on aura toujours des toutes petites doses. Mettre des doses plus fortes ou des doses maximales tout de suite, c'est vraiment un vrai danger pour les patients adultes qui ne reprendront jamais ces médicaments. Et donc la problématique de ces médicaments, c'est que très souvent, l'efficacité, elle va exister, mais pas tout de suite. Souvent pas la première semaine et pas la deuxième semaine de traitement. Alors, bien entendu, on a voulu évoquer les interventions non pharmacologiques parce que la prise en charge de la douleur, on l'a dit, c'est une prise en charge qui est globale. Il y a différentes possibilités thérapeutiques non médicamenteuses. On vous en a cité ici quelques-unes, on vous en a surligné certaines, ce sont celles auxquelles potentiellement vous pouvez avoir accès parce que je pense qu'à peu près tout le monde peut être à peu près compétent dans ses façons d'aborder une personne qui a mal, l'écoute active, installer correctement quelqu'un, le toucher relationnel, la relaxation, c'est des choses qu'on peut avoir dans nos compétences, ou alors vous avez eu la chance d'avoir même une formation à ce sujet-là. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les interventions non pharmacologiques, elles sont fortement recommandées, en synergie avec les approches pharmacologiques, bien sûr, en particulier pour les douleurs chroniques. Il y a de nombreux travaux qui ont montré l'efficacité des interventions non pharmacologiques dans le contrôle de la douleur. Une étude menée auprès de personnes âgées qui présentaient des douleurs non cancéreuses a montré que l'association d'interventions non pharmacologiques avec la prise d'antalgiques donnait des scores de confort perçus plus élevés et des scores de douleur plus faibles que les personnes qui ne prenaient que des antalgiques. Donc, il y a maintenant des programmes complets de gestion de la douleur qui sont mis en œuvre dans certains établissements de soins pour personnes âgées et qui comprennent toutes sortes d'interventions non pharmacologiques.
avec une diminution des scores de sévérité de la douleur qui est observée, particulièrement quand 2 approches ou plus sont combinées, et avec également une diminution, et ça c'est intéressant, du nombre de médicaments consommés. Voilà, donc on arrive sur la fin de cette présentation. Après, on va pouvoir passer à vos questions avec, comme toujours, les principaux messages à ramener avec vous. Le premier, c'est que la douleur du sujet âgé, malheureusement, elle est bien souvent peu exprimée, elle est souvent sous-estimée et en tous les cas insuffisamment traitée. Le deuxième, c'est du coup se focus sur ces dernières recommandations et le changement de prescription sur des ordonnances sécurisées, du tramadol et de la codéine. Retenir que la douleur, ça a un impact sur l'humeur de la personne, un impact sur son autonomie et sur sa qualité de vie. Le fait que la douleur, on vient de le dire, c'est une prise en charge globale qui comprend une phase médicamenteuse, bien sûr, mais aussi une approche non médicamenteuse. Oui, la prise en charge de la douleur, elle doit être absolument globale. Et je crois que ce qu'il faut que vous reteniez absolument, c'est que l'écoute en priorité doit être au centre de cette prise en charge. On constate vraiment qu'il y a une vraie puissance de l'écoute et de la relation qui est un levier thérapeutique majeur. Et l'écoute est probablement l'antalgique le plus puissant qu'on va rencontrer dans la relation entre tous les acteurs du monde de la santé et le patient douloureux. Et puis oui, alors bien connaître les médicaments antalgiques pour ne pas en avoir peur, ça c'est aussi pour les prescripteurs, un petit message personnel. Je pense qu'il faut, pour être à l'aise avec une prescription, il faut maîtriser son sujet. Voilà, donc on a voulu vous quitter avec ce petit message. Je ne sais même pas de qui c'est d'ailleurs, je ne sais pas d'où sort cette citation, mais je l'ai trouvé sympa. Croire en la douleur de l'autre, c'est déjà être thérapeutique. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Voilà. On a pris beaucoup de plaisir à faire cette présentation. Ouais. Si vous voulez nous interroger, s'il y a des choses qui vous ont semblé claires, pas claires. Alors, les questions, on va essayer d'aller sur la foire aux questions. C'est dans la conversation, hein, c'est ça. Il y en a beaucoup ou pas? Faut que je remonte loin? Ok, parfait. Le tramadol. Le tramadol est passé en ordonnance sécurisée au 1er décembre, point d'interrogation, même dans les formes combinées type Exprime. Absolument, même dans les formes combinées. Alors du coup, comme je vous expliquais tout à l'heure, le 1er décembre, c'est la date officielle. Je pense qu'il y a eu un peu un vent de panique chez les médecins généralistes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des médecins généralistes qui prescrivaient, par exemple, l'Exprime en forme combinée pour 6 mois, par exemple, pour des patients douloureux chroniques et qui vont se retrouver là à être complètement submergés par des demandes de consultation dont le motif, ce sera le renouvellement du traitement antalgique qui était assez simplifié jusqu'à présent. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu un peu retour en arrière et un décalage de cette mesure pour début 2025. Mais en tout cas, il est certain, enfin, ça c'est mon avis très personnel, que ça va quand même poser des problèmes parce que ça va augmenter le nombre de consultations et peut-être que le risque, c'est que ces médicaments qui sont peut-être instaurés au niveau chronique, et encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de dire que c'est un médicament aujourd'hui qui est associé à de la dépendance, donc c'était vraiment pour la sécurité potentielle du patient. Mais il y a un vrai risque que du coup, il y ait plus de renouvellement de ce médicament, qu'il soit en forme combinée ou non, et qu'on se retrouve avec des accès douloureux chez des patients et que ça pose problème. Donc moi, je trouve que c'est assez positif qu'on soit un petit peu décalé dans ces nouvelles recommandations de prescription. Alors, les antalgiques de palier 3 sont-ils disponibles en pharmacie de ville ou uniquement à usage hospitalier? Alors, je vais répondre. Non, vas-y. Eh bien, non, évidemment, c'est accessible en pharmacie de ville. La morphine, ce n'est pas un médicament à usage hospitalier exclusif. Je ne sais pas pourquoi l'affichage s'est changé, c'est pas grave. C'est un médicament qui fait partie de l'arsenal thérapeutique. Enfin, les antalgiques de palier 3 sont des médicaments qui font partie de l'arsenal thérapeutique disponible en ville, en EHPAD, dans toutes les structures. Par contre, les règles de prescription, elles sont très strictes, elles sont très codifiées.
Emmanuel les a rappelées et elles sont bien souvent, et là aussi petit message personnel, pas du tout respectées. En toutes lettres, tout ça, franchement, j'aimerais bien que vous me disiez combien vous avez vu de prescriptions avec l'écriture en toutes lettres de la dose. Pas souvent. En tout cas, ça c'est l'expérience de médecin d'EHPAD qui le dit, on n'en voit pas beaucoup. Mais pourtant, c'est très codifié et ça doit être respecté. Et puis, sur ces antalgiques de palier 3, vous allez avoir en ville énormément de formes pharmaceutiques différentes. C'est-à-dire que nous, les médecins, on a ce qu'on appelle des équivalents thérapeutiques, comme l'expliquait Alexandra tout à l'heure. On va avoir, en fonction du patient, la possibilité de choisir une forme à libération prolongée pendant la journée, par exemple, parce que c'est pendant la journée et les mouvements du patient qu'il a très mal, ou alors un patch, parce qu'on sait que certains patients vont oublier de prendre leur libération immédiate et donc vont se retrouver avec la douleur. Et l'objectif, c'est quand même de casser le phénomène douloureux. Donc, on a vraiment, en ville, une multitude de possibilités sur les paliers 3. Alors attention, des fois, toutes les pharmacies n'ont pas tous les médicaments en stock. Donc, il faut juste anticiper ça et bien faire en sorte de savoir si oui ou non la pharmacie de ville a la bonne formule qui est prescrite par le médecin, parce qu'il n'y aura pas de possibilité pour le pharmacien de dire « Ah, ben là, par exemple, je peux vous donner une forme équivalente. » Ça, ce n'est pas possible. Il y a un respect strict de l'ordonnance sécurisée. Et ça, c'est particulièrement important ce que tu dis pour les sorties d'hospitalisation, pour le coup, parce que ça peut générer une rupture dans le traitement. Si la forme qui a été prescrite n'est pas disponible, et c'est vraiment ce qu'on veut éviter, hein, pour le coup, la rupture dans le traitement dans le cadre de la douleur. Alors, il y a une question, c'est est-ce que la CUPAN peut se faire par voie sous-cutanée en perf associée avec du Vogalène, par exemple? Alors, ça n'arrive jamais. Pourquoi? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que la voie sous-cute, c'est quand même quelque chose de désagréable, alors qu'on sait que l'acupan, il peut être utilisé per-os, dans des bonnes conditions, mélangé donc dans une compote ou sur un sucre. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire une forme sous-cutanée, parce qu'on aura cette possibilité-là. Après, si la voie orale n'est pas possible parce que le patient, par exemple, vomit énormément, c'est vrai que très souvent, c'est des patients qui sont hospitalisés et du coup qui vont avoir une voie veineuse et donc qui vont pouvoir bénéficier de plutôt la voie IV parce qu'elle va être d'efficacité très rapide, du coup, et qui est souvent associée du coup avec des traitements antiémétiques par les veines aussi, parce qu'on aura le même problème. Du coup, ça amène la deuxième question, c'est y a-t-il un intérêt particulier en plus de la voie IV ou per-os? À part la rapidité d'action que tu viens de dire. À part la rapidité d'action, non, il n'y en a absolument aucune. Il n'y a pas de goût particulier, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Après, l'efficacité rapide, c'est un facteur très très important parce que quand vous avez un patient qui a une EVA qui est très importante, à un moment donné, on a vraiment un impact majeur, hein, si on arrive à faire baisser tout de suite le phénomène douloureux, parce que, en tout cas, aux urgences, les patients qui ont très mal, si on n'arrive pas à être efficace très rapidement, c'est des patients qui vont associer leur passage aux urgences avec une douleur très très importante et qui vont vivre mal toute la partie de la prise en charge avant qu'on arrive au diagnostic, puisqu'il y a d'autres choses que la gestion de la douleur. Alors, quels sont les critères pour une orientation vers un centre antidouleur? Exemple, personne âgée avec zona, mais bon, d'une manière générale. Alors, d'une manière générale, en tout cas, nous, au Change, on sollicite le centre. Alors, bon, pour le coup, nous, on a des médecins donc, qui sont sollicitables dans notre hôpital, et eux, on va les solliciter vraiment quand on est coincé. C'est-à-dire que quand nous, en tant que praticiens, on a déjà tout associé, on a utilisé tout notre arsenal pharmaceutique, et qu'on est coincé, en fait. Et ça veut dire qu'à un moment donné, la prise en charge globale de la douleur, elle est hyper importante. C'est-à-dire que ce ne sera pas seulement une molécule qu'on va changer. C'est-à-dire que, bien sûr, nos médecins spécialisés dans la douleur,
ils vont avoir une finesse pharmaceutique qui est bien meilleure que nous. Mais dans la globalité, c'est qu'en fait, il y a une vraie prise en charge différente de la douleur et qui prend énormément de temps. Je pense que on a essayé de vous dire, hein, cette question de temps, elle est très importante dans la gestion de la douleur. Un médecin de la douleur, c'est aussi quelqu'un qui va prendre le temps d'écouter très longuement la plainte du patient, qui se sente complètement compris. On a des médecins de la douleur, par exemple, qui vont d'abord commencer par dire au patient, non pas décrivez-moi votre douleur ou quand est-ce que vous avez mal dans la journée, mais juste de leur dire, par exemple, mais comment ça va le reste de votre corps? C'est-à-dire vraiment d'essayer de sensibiliser le patient à arrêter de se focus sur sa douleur et sa souffrance, mais vraiment à essayer de voir autre chose que la douleur. Et ça nécessite d'abord une compétence bien particulière et puis un temps qui est très important. Les consultations dans les centres antidouleurs, c'est vraiment des consultations dont le timing a une incidence très importante. Alors, moi, je vais compléter un tout petit peu pour la personne âgée. Si je me mets dans la position du médecin prescripteur en ville et qu'il y a une personne âgée en face, je rejoins Emmanuel. Je pense que la consultation antidouleur, c'est bien quand on a l'impression, nous, d'être dépassé dans nos compétences. C'est-à-dire qu'on est arrivé au terme de ce qu'on sait faire. Et alors, quelle que soit la limite de nos compétences en réalité, hein, si on n'est pas super bien formé à la douleur, bah, ma foi, je pense qu'il vaut toujours mieux demander à quelqu'un qui sait, même un peu par excès, que de faire des bêtises ou de ne rien faire, ce qui est encore pire face à quelqu'un qui a mal. Donc, quand on a le sentiment d'être arrivé à, voilà, là, moi, je ne sais pas ce que je peux faire de plus, eh ben, il faut demander aux spécialistes. Après, je rappelle quand même que dans la plupart des cas, que ce soit la douleur, mais d'autres domaines d'expertise, il ne faut pas hésiter à décrocher son téléphone et appeler le collègue, en fait, et lui demander, lui expliquer la situation, même par téléphone, et voir s'il y a des choses qu'on peut encore faire et auxquelles on n'a pas pensé, et quelquefois des choses simples, ou si c'est vraiment, on est face à une personne douloureuse complexe pour laquelle il y a besoin de l'expertise de la consultation antidouleur. Et puis, il y a quand même, parce que là, nous, on est à Annecy et on a la chance d'avoir toutes les ressources, mais je dis souvent, la limite, c'est aussi de savoir si on a la ressource, en fait. Hein. Malheureusement, il n'y en a pas partout, il n'y a pas toujours de centre antidouleur à proximité. Et c'est là que décrocher le téléphone ou envoyer un mail, même à un centre hospitalier un tout petit peu plus loin de référence, et ben, ça peut nous permettre de nous dépatouiller quand même pas mal de fois. Et paradoxalement, parfois, moi, ce que je vois, c'est qu'on envoie des patients douloureux chroniques vers le médecin de la douleur, et que la première chose que fait le médecin de la douleur, c'est enlever des médicaments. C'est-à-dire qu'il en a une quantité énorme, on est allé un peu au bout de tout ce qui était proposé, et en fait, la première chose qu'il va faire, c'est de dire, OK, je fais le point sur la iatrogénie, donc les effets indésirables des médicaments, j'enlève déjà ceux qui ont une très mauvaise tolérance, et en fait, j'évalue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le patient il est encore ultra douloureux alors qu'on a quand même tout essayé en termes de thérapeutique et donc proposer d'autres choses que les thérapeutiques médicamenteuses. Ça me fait évoquer d'ailleurs le fait que quelquefois, quand on est dans une impasse aussi vis-à-vis d'une prise en charge de la douleur, il ne faut pas hésiter à demander une hospitalisation pour ça aussi, une hospitalisation pour évaluation, équilibration du traitement. Ça peut se faire aussi assez facilement. Moi, il m'est arrivé récemment, c'était pour une résidente d'EHPAD que je suis, et ben, je l'ai adressée en SSR. Il y a un SSR à proximité. Qui a accepté de la prendre juste pour ce motif-là. Elle n'avait rien d'aigu particulièrement, mais elle avait une douleur aiguë de laquelle on n'arrivait pas à se dépêtrer. Et ils l'ont prise pendant quelques semaines. Ils ont équilibré le traitement et ils nous ont réadressé ensuite avec un traitement stabilisé. Tu voulais dire un truc? Oui, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que nous, les praticiens, on n'arrive pas suffisamment à orienter ces patients vers l'hospitalisation uniquement pour l'équilibre de la douleur, parce que derrière, en fait, l'hospitalisation est souvent associée à il faut trouver quelque chose, il faut trouver un diagnostic ou une complication, alors que, en fait, le diagnostic, en règle générale, il est fait depuis longtemps. On sait pourquoi le patient est douloureux. Et c'est vraiment des habitudes, je pense, de prise en charge qui changeront dans les années à venir, c'est sûr.
Une question en lien, c'est y a-t-il une prise en charge possible des transports pour que la personne puisse se rendre à une consultation antidouleur, par exemple une personne âgée isolée sans éloigner? Alors oui, il suffit qu'il y ait un transport médicalisé qui soit prescrit. Comme toujours, est-ce que c'est en lien avec une ALD ou pas? Ça, c'est à voir. Alors, quand c'est pour une personne âgée, il faut essayer de voir, est-ce que la douleur, elle est en lien avec la pathologie qui est en lien avec l'ALD, en fait. Souvent, les personnes âgées, elles ont une ALD déclarée. Alors, quelquefois, c'est difficile de récupérer l'information de pourquoi est-ce que l'ALD a été déclarée. C'est une autre question. Mais si vous avez cette information-là, eh ben, on peut essayer de mettre en lien la douleur avec la pathologie pour laquelle il a l'ALD. Très souvent, les personnes âgées, elles peuvent avoir, c'est peut-être pas suffisamment connu, je ne sais pas, une ALD pour polypathologie, en fait. Polypathologie personne âgée. Et je pense que dès qu'on a l'occasion de le faire, il faut le faire. Alors, c'est pour un zona. La personne qui a posé la question, c'est pour le zona. Pour le coup, le zona, non, ça ne va pas faire partie. Moi, j'ai tendance à... Je ne devrais pas le dire, c'est enregistré, ça va être mis sur Internet. J'ai tendance à gruger. Je le mets quand même pour les personnes âgées, hein, parce qu'il y a un moment donné où, mince, quoi, une personne âgée qui est isolée, qui n'a pas les moyens de se déplacer autrement, soit sa pathologie ALD ou pas, voilà. Mais en règle générale, de toute façon, c'est quand même rare d'aller jusqu'à la consultation douleur pour un zona isolé. Vraiment un zona seul. Le médecin traitant, même si à un moment donné, il est un peu dépassé, ce qu'il va faire, c'est ce que disait Alexandra tout à l'heure. Il va appeler le centre de la douleur de l'hôpital de proximité. Il va dire, là, je suis très embêtée, c'est une douleur neuropathique, j'ai déjà utilisé mon arsenal thérapeutique habituel. Là, je suis un peu coincée, qu'est-ce qui se passe? Bon, il va s'en sortir comme ça, il n'y aura pas besoin d'un transport. Après, le zona sur une patiente âgée, par exemple, qui a de l'arthrose ou qui a plein d'autres pathologies, et en fait, qui a un peu décompensé la douleur qui était gérée avant, là, de toute façon, elle pourra bénéficier d'un transport, quoi qu'il arrive. Un autre recours auquel on ne pense pas forcément pour les personnes âgées, c'est de faire appel à une équipe mobile de gériatrie. Ils ne vont peut-être pas être ultra experts dans la douleur, mais ils peuvent quand même apporter un éclairage et peut-être que eux, justement, dans le cadre de leur évaluation, ils vont pouvoir compléter à côté en contactant les collègues spécialistes de la douleur pour pouvoir donner des préconisations qui soient adaptées à une situation que eux auront évaluée sur site. En fait. Voilà. Et puis, ça évite le déplacement de la personne. Peut-on vraiment soulager des personnes âgées souffrant d'arthrose à domicile? Ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi on ne pourrait pas soulager une personne âgée qui a de l'arthrose? C'est comme si, en fait, on ne se pose pas la question, nous, soignants, de se dire, peut-on vraiment soulager une pneumopathie à domicile? Bien sûr, on va la soulager. On va mettre des antibiotiques, on va mettre des antalgiques, on va faire un arrêt de travail et on va soigner la personne. C'est exactement la même chose qu'on fait. Une personne âgée qui souffre, c'est plus sa spécialité, mais il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à la soulager. On doit pouvoir, nous, au niveau médical, pouvoir la soulager. On vous l'a dit, de toute façon, il n'y a pas de fatalité. Après, je pense que ce qu'il y a derrière la question, c'est est-ce qu'on va réussir à faire disparaître totalement la douleur? Peut-être pas. Peut-être qu'on va simplement réussir à la réduire. Mais alors là, pour le coup, quelqu'un qui a mal depuis très longtemps, qui a une douleur chronique et qui est âgé et qui est sur la fin de sa vie, déjà, si on peut réduire un peu, diminuer un peu l'intensité de la douleur, ça va lui apporter une amélioration de sa qualité de vie. Au quotidien, croyez-moi, elle va voir la différence. Donc en fait, et c'est là que c'est intéressant les échelles, c'est que ça va nous permettre de voir si objectivement il y a une réduction. Quelquefois, on restera peut-être sur une échelle qui va être positive, mais voir la réduction. On aura toujours l'objectif de la faire disparaître. Ceci étant dit, quand les personnes peuvent encore communiquer, moi souvent, quand j'introduis un traitement antalgique, je retourne voir la personne et je lui demande, alors, ça a fait effet, ah non, mais j'ai encore mal. Ok, vous avez encore mal, mais est-ce que vous avez mal pareil? Est-ce que vous avez mal aussi souvent? Est-ce que la nuit, avant, vous vous réveillez avec la douleur? Est-ce que maintenant, ça continue de vous réveiller? Et en fait, c'est la stratégie des petits pas, hein, c'est souvent ça avec les personnes âgées. Hein. C'est essayer de mettre en lumière, mettre en avant la petite amélioration qu'il y a eu. Parce que la douleur chronique, quelqu'un d'autre a mis derrière, la personne est également dépressive. Je ne sais pas si c'est pour les mêmes, pour la personne qui souffrait d'arthrose. En tous les cas, les personnes qui ont des douleurs chroniques, eh ben, elles finissent toujours, ce qu'on vous disait, ça finit toujours par avoir un impact sur leur humeur,
sur leur comportement, sur leur façon de voir leur quotidien. Donc, si on arrive à leur montrer un tout petit peu déjà l'engagement de l'amélioration, ça change un tout petit peu la coloration de leurs lunettes, quoi. Les lunettes qu'ils mettent sur les yeux, c'est peut-être pas encore rose, mais c'est non plus, plus tout noir, quoi. Voilà. Donc oui, il n'y a pas de fatalité. Alors en plus de ça, franchement, les antalgiques, si on les manie bien, si on les maîtrise bien, et si on réévalue correctement et régulièrement et qu'on augmente les doses jusqu'à arriver au soulagement, on y arrive, quoi. On y arrive vraiment. Est-ce que vous pourriez faire un rappel sur les cas où il vaut mieux mettre du chaud ou du froid en fonction des différents types de douleurs? Ça, c'est intéressant parce que du coup, encore une fois, c'est le timing qui va changer. Et donc, le discours ne sera pas le même en fonction de qu'est-ce qui se passe au temps T. Alors, bon, moi, aux urgences, par exemple, je vais voir des phénomènes qu'on appelle douloureux aigus, c'est-à-dire l'entorse de cheville. Le patient qui va arriver, l'adulte jeune qui vient de se faire cette entorse et donc qui a un œdème malléolaire qui est très très important, bon, bah, lui, effectivement, on va lui mettre du froid. Mais on va lui mettre du froid dans des bonnes conditions, c'est-à-dire que si on met du froid à même la peau pendant 1 heure et quart, le patient, en fait, il va être douloureux à cause du froid. Donc, en fait, il faut toujours dire, OK, le froid, mais protégé, pas à même de la peau, pendant 30 minutes et à renouveler assez souvent, par exemple. De la même façon, alors le froid, le chaud sur l'arthrose, c'est plus quelque chose de chronique et il n'y a pas d'études qui ont montré véritablement qu'il y a une efficacité de l'un ou de l'autre. Au niveau viscéral, on va plutôt utiliser le chaud, mais c'est pareil, il n'y a aucune étude, en tout cas à grande échelle, avec un nombre de patients suffisant, qui dit oui, le chaud, par exemple, va améliorer la douleur viscérale. Au niveau musculaire, c'est un peu particulier, on est sur le début de la prise en charge, et là, ça va être plutôt du chaud qui va améliorer parce qu'il y a une grosse contracture musculaire qui existe, mais assez vite, quand c'est par exemple des AVP, on va mettre le chaud sur les premières 24 heures ou les premières 48 heures au maximum, et après, ce qu'on va proposer, c'est plutôt du froid à distance si c'est des douleurs qui existent sur un temps T. Donc, vraiment, ça va on n'arrive pas à catégoriser et dire, ben voilà, c'est une poussée d'arthrose, donc on va mettre du froid, c'est une douleur musculaire, donc on va mettre du chaud. Ça dépend vraiment du timing. Mais en tout cas, bien utilisé. C'est-à-dire qu'on se dit le chaud, le froid, c'est des thérapeutiques qui n'ont pas grande incidence. Pas du tout. Moi, j'ai déjà vu des patients qui utilisent des bouillottes et qui déclenchent des brûlures. Alors, elles ne se rendent pas compte, mais en fait, c'est des brûlures du premier degré qui vont aggraver la douleur initiale. Et de la même façon, le froid, où ils vont aggraver leurs lésions traumatologiques. Donc, en tout cas, c'est des thérapeutiques qui existent, qui fonctionnent bien, mais qu'il faut très bien utiliser. Pour peu qu'ils aient une neuropathie et qu'ils ne sont pas bien, alors là, c'est foutu. Alors, je suis infirmière à pas, je rencontre beaucoup de personnes âgées qui ont renoncé. Ben oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que même les personnes âgées, elles ont un certain fatalisme vis-à-vis de la douleur. Je suis vieux, donc c'est normal. Voilà, c'est normal plein de choses. En fait, quand on se rend compte, quand on discute avec eux, que je suis vieux, donc c'est normal plein de choses. C'est normal que je fasse plus ci, c'est normal que je fasse plus ça, c'est normal que je sorte plus, et c'est normal que j'ai mal. Ils ont renoncé aussi parce que enfin, on vous l'a dit pendant la présentation, moi, malheureusement, je pense que c'est pas suffisamment pris en charge la douleur. Donc forcément, il y a un moment donné où on se dit, ok, bah, c'est que ça doit être normal. Enfin, voilà, si j'en parle autour de moi, aux soignants qui s'occupent de moi, j'en parle à mon docteur, et puis bah, il me met que le Doliprane, et puis il n'y a pas d'amélioration, et puis je vois bien que personne ne fait rien de plus, bah, c'est que ça doit être normal, et donc on finit par lâcher un peu l'affaire. Donc oui, c'est bien dommage. Et on revient, du coup, ça souligne à nouveau l'importance de la prise en charge globale de la douleur. Quand on a en charge une personne douloureuse, eh ben, ça nécessite de ne pas rester tout seul dans son coin à le prendre en charge. Ça veut dire que si on est infirmier, ben, faut avoir un dialogue avec le médecin traitant, avec le kiné, avec les auxiliaires de vie qui interviennent à domicile. Voilà. Quand on est médecin, il ne faut pas rester tout seul dans son coin comme médecin. Il faut aller demander aux infirmières. Enfin, vous voyez, vous avez bien compris, quoi. Voilà, faut que tout le monde discute autour de ça pour pouvoir voir de quelle façon on peut être le plus efficace possible. Et même vous, en tant qu'infirmier, il y a un rôle qui est très très important, au-delà des thérapeutiques médicamenteuses,
c'est là où écouter le patient, accompagner le patient, ça va faire en sorte de diminuer cette espèce de renoncement à l'accès à une vie sans douleur. Et là, c'est hyper important, la sémantique, hein, parce que je pense qu'on ne le fait pas suffisamment. Ce que nous, on apprend en termes de communication sur la gestion de la douleur pour tous ceux qui ont fait des formations de communication, c'est on dit bien, ce qu'il faut, c'est dire au patient, je comprends votre douleur. Et ça a un impact hyper important parce que le patient, s'ils se sont écoutés, il va se dire, non, je ne vais pas renoncer parce qu'il y a des praticiens autour de moi, ils comprennent que j'ai mal. Et bah, nous, on utilise comprendre en France, mais c'est par exemple dans les langues qui ne sont pas nos langues françaises, les mots, l'équivalent de comprendre, c'est pas la même chose. En allemand, comprendre la douleur, c'est verstehen, et verstehen, ça veut dire être à côté. Être juste à côté du patient et juste l'accompagner en étant à côté. En anglais, understand, bah, du coup, c'est être en dessous. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi une vraie importance à dire je suis là et je ne me mets pas au-dessus du patient, lui expliquant ce qui doit être prescrit, ce qui doit être fait pour que lui, il ait plus mal. C'est vraiment d'être à côté et de l'accompagner dans la globalité de la douleur. Et ça a vraiment un impact pour qu'il ne renonce pas, les patients. Moi, souvent, ce que je demande, quand je suis face à quelqu'un qui a une douleur qui traîne depuis longtemps, et moi, je suis sur une première prise en charge, enfin, un premier contact, c'est que je leur demande quelles sont leurs priorités, en fait. À quel moment c'est prioritaire pour eux d'être soulagés. C'est des trucs bêtes, mais ça peut être quand je vais en salle à manger à midi, j'ai besoin de ne pas avoir mal. Et ben, c'est OK, on va focaliser tous nos efforts pour que, au moment du déjeuner le midi, vous soyez bien. Je ne vous promets pas que vous allez être bien toute la journée, mais au moins le moment du déjeuner à midi, vous ne passerez pas un trop mauvais moment. Et ça, c'est une chose qui peut aider, en tout cas pour amorcer quelque chose avec quelqu'un qui a renoncé. Parce moi, je suis toujours dans l'idée de la personne qui a renoncé. Essayer d'amorcer quelque chose. Si on se focalise sur un petit pas, encore une fois, stratégie des petits pas, et peut-être qu'on va lui montrer que, OK, donc ça, c'est possible. Alors peut-être que d'autres choses, c'est possible aussi. Ça ouvre des perspectives. Finalement, évaluer le confort de la personne peut permettre une bonne évaluation de la douleur. Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais pas seulement. Évaluer le confort et rendre le patient plus confortable, c'est ça qui va l'aider. C'est-à-dire que moi, si je prends en charge un patient avec une colique néphrétique, donc a priori la douleur la plus intense qu'on peut ressentir et qui est un peu équivalent aux douleurs de l'accouchement, il a une VA 10, il ne parle pas, il ne me regarde pas, je ne peux pas être en lien avec cette personne. Et pourtant, en attendant de le perfuser et de lui passer de la morphine IV à des doses assez importantes pour casser ce phénomène douloureux important, je vais lui dire, alors attendez, là vous êtes mal installé sur le brancard. Je vais vous aider, on va se remettre mieux et vous allez être confortable. Et rien que dire au patient, j'évalue comment on peut améliorer le confort et là, vous allez être plus confortable, ça a un rôle vraiment majeur. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore perfusé le patient, on n'a pas encore mis les médicaments, mais alors qu'on a juste dit, je vous réinstalle pour que vous soyez confortable, ça a un impact majeur. Hein. Vraiment, en termes de communication, encore une fois, l'impact, il est très important. C'est-à-dire que si on dit à un patient, ah, mais vous n'allez plus avoir mal, le patient, vous le mettez dans la douleur. Alors que si vous lui dites, vous allez être soulagé, vous allez être confortable, le patient, vous le mettez déjà dans un univers où il va être plus sécurisé. Pour rejoindre l'idée du confort, là aussi, c'est pour le coup, personnes âgées qui ont renoncé, fatalistes. Souvent, ce que j'entends, c'est de toute façon, il me reste plus longtemps à vivre, à quoi bon? À quoi bon? Et à chaque fois, je leur dis, OK, effectivement, vous comme moi, on ne sait pas combien il vous reste à vivre, j'ai pas de boule de cristal. Moi, mon job, c'est que ce qu'il vous reste à vivre, ce soit le plus confortable possible. Là-dessus, on est d'accord ou pas? Et personne ne peut répondre non à cette question-là. Bien sûr que tout le monde est d'accord pour que, oui, le but, c'est quand même d'être le plus confortable possible. Là aussi, c'est quelquefois une manière d'amorcer quelque chose à quelqu'un qui n'a pas du tout envie. Et puis le confort, c'est la prise en charge globale. Là aussi, hein, on était là-dedans. Est-ce que le cerveau s'habitue à la douleur si celle-ci persiste, ou au contraire, devient-elle forcément de plus en plus intolérable? Ça dépend. Ça dépend, mais en tout cas, ce que je vous disais sur la douleur nociplastique tout à l'heure,
c'est un peu associé à cette question, c'est-à-dire est-ce que le cerveau s'habitue à la douleur quand elle persiste tout le temps? Oui, non seulement le cerveau il s'habitue, il y a un risque qu'il ne soit plus capable en fait de réguler cette douleur, c'est-à-dire par exemple on peut avoir mal à certains moments de la journée, mais en fait on est tellement imprégné par ces stimuli douloureux que du coup en fait la douleur elle va être intolérable tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a vraiment le risque qu'il n'y ait plus de régulation de cette douleur. C'est pour ça que à un moment donné, les thérapeutiques médicamenteuses, elles sont très importantes. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux patients d'être pendant quelques heures non douloureux pour justement qu'on n'aille pas jusqu'à l'existence de ces douleurs nociplastiques. Après, moi, les bases neurophysiologiques, tout ça, je les connais pas. Mais là aussi, comme Emmanuel disait dans la présentation, le vécu de la douleur, il va varier d'une personne à une autre. Je pense que ça aussi, en fait. La douleur chronique d'une personne à une autre, elle ne va pas être vécue du tout de la même façon. Et du coup, en fonction des capacités de la personne à focaliser son attention sur autre chose que ce qui provoque sa douleur ou pas, et ben, ça va déterminer quand même beaucoup la façon dont elle va se présenter. Bon, j'ai l'impression qu'on arrive au bout des questions. Et puis on a passé déjà une bonne heure et quart presque en commun. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. Et puis à vous donner rendez-vous pour les prochains webinaires. On vous rappelle que vous pouvez voir les dates et les thématiques sur le site du DAC 74 et sur la page LinkedIn aussi, où ils sont annoncés. Et n'oubliez pas de bien quitter pour qu'on puisse enregistrer le replay correctement. On vous souhaite une très bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.